It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Alors vous le savez, je mets un certain temps à sortir mes prévisions concernant l'année prochaine en NBA, qui va finir premier, qui va jouer le play-in, etc. C'est assez logique, hein, on est à 25 jours de la reprise, je pense que j'ai le temps de faire la conférence Ouest et j'ai bien fait d'attendre, je fais bien d'attendre parce que voilà, des transferts et des transferts encore importants ont lieu et je pense que vous l'avez deviné, c'est de ce dont on va parler aujourd'hui, notamment du transfert qui a envoyé Karl Anthony Towns aux Knicks en échange pour les Wolves donc de Julius Randle, de Donte DiVincenzo et d'un premier tour de draft avec une certaine protection top 13 de Détroit en plus. Donc voilà, assez particulier, ce trade on ne l'attendait pas, je pense que ça a été un choc pour énormément de personnes, notamment les personnes concernées, hein. Karl Anthony Towns a passé 9 ans à Minnesota, c'est peut-être leur deuxième meilleur joueur de l'histoire de leur franchise, hein. Un joueur qui n'a jamais demandé son transfert malgré les résultats de l'équipe, qui a toujours été très droit envers cette franchise. Mais bon, la NBA est un business, hein, on le sait, les joueurs sont juste des valeurs marchandes, des valeurs de win ou de défaite, et ne sont en rien des humains pour ces franchises. Donc voilà, c'est assez dur pour lui. Je pense que même du côté de Julius Randle, même si on a moins d'accroche émotionnelle, eh bien c'est quand même un des joueurs les plus importants des 10 dernières années. C'est ce joueur-là qui les a remis en haut de la carte avant Jalen Brunson. C'est un joueur qui a été 3 fois All-Star avec les Knicks. C'est quand même aussi très important. Et bien sûr, Donte DiVincenzo qui faisait partie des nouveaux Nova Knicks, hein, ceux de Villanova, et qui en l'espace de juillet à septembre, les Nova Knicks ont duré 3 mois. C'est très intéressant, mais voilà, c'est le business de la NBA et on va en parler tout de suite. Donc voilà, allons-y. Bon, pour parler de ce transfert, donc je vous l'ai dit, hein, Karl Anthony Towns compte principalement Julius Randle et Donte DiVincenzo. Je trouve qu'il faut se placer des deux côtés de la balance. Et j'ai décidé de commencer par les Knicks. Ce transfert est très intéressant pour eux, je pense qu'on est tous d'accord sur le sujet. Tu avais 4 ailiers, en la personne de Mikal Bridges, OG Anunoby, même Josh Hart qui est un poste 3 de formation, hein, qui peut jouer sur le poste 2, mais voilà. Et bien sûr, tu avais donc Julius Randle. Il y avait un gros problème qui se posait, en plus du fait que tu aies perdu Hartenstein cet été sur ton poste 5 et que Mitchell Robinson a été annoncé comme étant blessé jusqu'à janvier. Donc sur qui tu t'appuyais? Tu t'appuyais donc sur Precious Achiuwa et potentiellement Jericho Sims. Et vous allez me dire, peut-être que vous les connaissez pas, c'est assez faiblard, en tout cas pour Jericho Sims. Precious Achiuwa a montré des choses l'année dernière, mais pas pour une équipe qui se veut être contenders, qui se veut jouer des finales NBA ou même gagner un titre. Donc ça pose énormément de problèmes. Je pense donc que vous l'aurez compris, l'arrivée d'un Karl Anthony Towns qui libère donc une place sur l'aile et qui est un poste 5 de formation, hein, qui a joué depuis 18 mois sur le poste 4, est une excellente nouvelle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire sur le sujet? Tout simplement qu'on a un Jalen Brunson qui sera le leader incontesté de ces Knicks. Il y avait encore des doutes avec Randle, même s'ils ont été effacés lors de ce parcours de play-off précédent où Julius était tout simplement blessé. Mais moi, j'aime bien cet ajout de Karl Anthony Towns parce qu'on a la certitude que ce joueur veut se placer comme un lieutenant. Il aime ce rôle, il l'a déjà laissé à un joueur beaucoup plus jeune, Anthony Edwards, et là, il sait qu'il arrive aux Knicks où il sera une deuxième option claire sur son poste naturel. Désolé de le dire, mais le poste 4, en jouant avec Gobert, était intéressant et a permis aussi d'enrayer une machine incroyable comme l'était Denver, mais son poste naturel est le poste 5, à mon sens. Donc pour moi, c'est une plus grande cohérence, une profondeur sur le poste 5 qui s'ajoute, parce que maintenant, tu as Karl Anthony Towns qui peut enchaîner les matchs. Après, tu auras le retour de Mitchell Robinson et tu peux bricoler, entre guillemets, avec Precious Achiuwa en attendant. Et surtout, moi, ce que j'aime énormément, hein, je vous rappelle le 5, Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby et Karl Anthony Towns, c'est qu'on a un 5 de shooter pur. J'ai pas les stats sous les yeux, hein. Je sais que Karl Anthony Towns était à 41% au shoot, que Jalen Brunson aussi était au-dessus des 40% et que notamment OG Anunoby s'approchait des 38%.
Donc voilà, déjà vous avez un 5 ou en tout cas 3 joueurs du 5 qui sont excellents. Josh Hart, c'est le cas aussi, et Michael Bridges l'année dernière était dans une situation assez particulière au Nets, mais c'est un joueur qui peut être qui est un excellent 3&D, l'un des meilleurs de la planète à mon sens. Donc oui, il peut shooter et il le fera à haut volume aussi. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et bien sûr, avec cette cohérence, s'ajoute une cohérence défensive assez incroyable. C'est-à-dire que du poste 1 à 5, à mon sens, on peut défendre. À voir si Karl Anthony Towns, en récupérant le poste 5, pourra avoir quelques difficultés. On sait que ce n'est pas un défenseur de métier, mais c'est un joueur très mobile qui peut s'écarter. Donc pour jouer contre d'autres contenders comme Porzingis, comme ce genre de joueurs-là qui s'échappent au large, ou même l'équipe des Pacers, etc., il pourra les suivre dans les écrans, il pourra les suivre à l'extérieur. Et je pense aussi, bien sûr, qu'il a fait d'énormes progrès ces dernières années, et que donc ce n'est plus cette passoire défensive qu'il était en début de carrière. Mais à voir. Et de toute façon, comme je l'ai dit, on a Michael Bridges et OG Anunoby, notamment sur le front court, qui peuvent l'épauler défensivement. Michael comme OG sont des concurrents directs pour être Depoy, et ils l'ont déjà été. Michael Bridges a été deuxième derrière Rudy Gobert, je crois, et OG Anunoby a dû troquer ces places-là ces dernières années aussi. En tout cas, c'est vraiment hyper intéressant. Et bien sûr, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que en Julius Randle, tu avais un All-Star qui faisait des stats en saison régulière. Je pense que Karl Anthony Towns est un meilleur joueur intrinsèquement dans à peu près tous les secteurs, et un joueur en plus beaucoup plus différent, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, un 5 shooter à 41% au shoot et qui fait 2m13, c'est quand même assez rare en NBA et dans l'histoire de la NBA. Et je pense que en saison régulière, on ne verra pas des différences énormes, et encore face à Julius Randle, mais je pense qu'en play-off, cet effectif, et notamment le départ de Julius Randle, pourra monter le niveau intrinsèque de cette équipe de 7 échelons minimum. Donc oui, j'adore cet ajout. On a sur le banc, évidemment, un petit départ avec Donte DiVincenzo, mais voilà, c'était encore un poste 2, un ailier poste 2 surtout, qui peut être remplaçable, entre guillemets, même si effectivement on perd un petit peu de banc. On se souvient qu'il y a Miles McBride derrière, Tyler Collet qui pourrait assurer un poste 1 de 6e homme, etc. On a évidemment Mitchell Robinson et Precious Achiuwa, et même au retour de Mitchell Robinson, si on voit que Karl Anthony Towns préfère jouer en poste 4, on peut mettre Mitchell en 5 et Karl Anthony Towns à côté, et retrouver cette logique des tours jumelles qu'on avait à Minnesota. Donc c'est super intéressant, il y a énormément de choses à faire pour Thibodeau. Et je pense que Brunson sera content de cette arrivée, parce que voilà, il avait besoin d'un véritable All-Star, un joueur confirmé, un véritable lieutenant s'il voulait vraiment être contenders. Là, on avait une équipe un petit peu d'assassins, de joueurs rugueux, mais qui n'étaient pas des stars. Voilà l'arrivée d'une star. On a vraiment du coup Jalen Brunson comme première option, Karl Anthony Towns derrière et Michael Bridges en 3, avec pour 4e joueur le plus important OG Anunoby. Je trouve ça tout simplement énorme, sachant que ça leur laisse peut-être aussi la possibilité d'ajouter du banc en cours de saison, à voir comment s'en sortent Miles McBride et Tyler Collet, mais ça peut être très intéressant pour eux. Donc je pense que ce sont les points vraiment positifs de cet échange, mais j'ai quelques questionnements, je dirais pas des points négatifs, mais des questionnements, notamment avec Thibodeau. Thibodeau, on sait, c'est un coach assez particulier, c'est-à-dire que c'est lui qui a redonné cette âme à New York, mais à mon sens, c'est aussi lui qui l'empêche d'atteindre les plafonds qu'il devrait atteindre. Hein. Évidemment, il surjoue ses joueurs, je ne sais pas comment le dire, mais ils ont un temps de jeu abyssal pour certains. Josh Hart était autour des 45 minutes de moyenne pendant ses matchs en play-off. Je pense que Karl Anthony Towns n'est pas ce joueur, ce n'est pas le type de joueur qui pourrait te faire 45 minutes par match, déjà parce qu'il va se blesser, mais je pense que Karl Anthony Towns n'est pas ce guerrier, et c'est pas un problème. En tant que lieutenant, il peut suivre le mood et le moule d'autres joueurs comme Jalen Brunson, Josh Hart, OG Anunoby, qui sont de réels guerriers, mais Karl Anthony Towns devra avoir ce confort entre guillemets, et je pense que Thibodeau, qui l'a déjà entraîné, et on sait comment ça s'est passé, ils ont été en play-off, mais ça a duré qu'1 an et les relations se sont dégradées à une vitesse assez folle. Et bien Thibodeau, retour en arrière qui pourrait être assez compliqué, et je pense que ce confort, il ne l'aura beaucoup moins
qu'à Minnesota. Déjà, dû à la présence de Thibodeau, ce style de jeu où vraiment tout le monde donne son corps pour le collectif. Mais en plus de ça, je pense que le problème, c'est le Madison Square Garden. Est-ce que Karl Anthony Towns, qui a tendance parfois à disparaître dans les moments importants, qui a un mental, entre guillemets, assez friable par moment, peut surmonter cette pression de New York, des médias new-yorkais? Ça peut être très très compliqué, je le redis, mais j'ai une confiance assez forte en Karl Anthony Towns et son talent, et même s'il a besoin de 1 ou 2 mois d'adaptation, pour moi, c'est un jeu, une équipe qui est de plus en plus forte et qui pourrait vraiment concurrencer les Celtics ou ce genre d'effectif à l'Est. Vraiment, pour moi, là, c'est vraiment du même acabit. Évidemment, peut-être que leurs leaders sont un cran au-dessus, et encore, je ne suis pas sûr avec Jalen Brunson. Mais pour moi, là, on atteint vraiment des sommets en termes de construction d'effectifs. Et franchement, j'adore ça. Donc voilà. Là, c'est le côté Knicks. Je pense qu'on a vraiment affaire à un contenders. Et puis, comme je l'ai fait dans mon classement prévisionnel où je les avais placés top 2 de la conférence Est, je pense qu'ils seront toujours top 2 et que ça les ancre encore plus dans cette place. Parce que je pense pas qu'ils dépassent les Celtics cette année, parce qu'il y a besoin d'un temps d'adaptation. Cette équipe est pas la même. Il y a des enjeux aussi mentaux par rapport au Nova Knicks, par rapport à Tom Thibodeau, par rapport à Karl Anthony Towns, qu'il faudra régler ou voir si ça se passe bien. Mais à part ça, je trouve ça magnifique comme transfert du côté des Knicks. Maintenant, le côté des Wolves. Vous vous en doutez, ça arrive après. Là, on va parler de négatif, beaucoup plus. Pas seulement de questionnement comme je l'ai fait côté Knicks. Bref, là, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, on a des Wolves avec un 5 majeur qui nous donne Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniel en 3, Julius Randle en 4 et Rudy Gobert sur le poste 5. Sur le banc, on a Nasrid, Donte DiVincenzo, Michael Alexander-Walker, Rob Dillingham, et à voir s'ils jouent, mais Terrence Shannon Jr. et Joe Ingles, qui pourraient être très intéressants pour le premier, parce que c'est un grand joueur de NCAA, et Joe Ingles dans les vestiaires, tout simplement, et en tant que shooter. Donc voilà, ça peut être un effectif qui est très complet. J'ai cité presque 5 joueurs du banc, et un effectif qui comprend 3 All-Stars, 4 All-Stars même avec Mike Conley, excusez-moi. Et bien sûr Jaden McDaniel qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue également. Donc on a un effectif qui est ultra compétitif quand même. Mais et on va commencer d'ailleurs par ça, par le positif. Pour moi, il y a une cohérence qui est supérieure sur un poste 4 avec Julius Randle qui est un poste 4 de métier. On a aussi potentiellement, et voilà, c'est là où on voit la limite du positif pour moi, potentiellement un meilleur playmaker dans la personne de Julius Randle qui a plus la capacité à faire les bonnes passes au bon moment qu'un Karl Anthony Towns, et je n'en suis même pas sûr, en tout cas dans cet effectif-là. Le banc est bien plus fourni, l'arrivée de Donte DiVincenzo pour le spacing, pour l'âme, pour la défense, pour ce qu'il peut apporter sur un terrain du poste 1 à 3 dans un jeu small ball peut être très intéressant. Le départ de Kyle Anderson est largement comblé et compensé avec cette arrivée de DiVincenzo, la draft de Terrence Shannon Jr., de Joe Ingles, et bref, le nombre de personnes et de profils différents qu'on a sur le banc. Et bien sûr, et on rentre dans le cœur de la question, et voilà, j'arrive à la limite du point positif, parce que c'est un point positif, mais qui s'avère négatif en fait. Et on va commencer donc avec la plus grosse marge qui n'est pas sur le terrain, mais qui est vraiment dans les bureaux. Minnesota va économiser 22 millions de dollars l'année prochaine avec un contrat qui peut s'avérer expirant, sauf s'il décide de prendre sa player option à 30 millions, qui reste quand même 20-25 millions en dessous de Karl Anthony Towns de la part du coup de Julius Randle. Donc Minnesota fait énormément d'économies, se place sous la taxe, et c'est très intéressant pour eux. C'est très intéressant pour eux parce qu'on savait que c'était un petit peu le but de cet effectif, de cette franchise, de faire ces économies-là. Mais qu'est-ce que ça dit aussi? Et là, on rentre dans vraiment le négatif et ce qui fait peur. Ce que ça dit, à mon sens, c'est que les petits marchés ne peuvent pas se placer sur la taxe, au-dessus de la taxe, pendant plus de 2 ans. Ça veut dire que on a, pour gagner un titre, l'obligation, et on l'a vu ces dernières années, depuis presque 10 ans, d'être au-dessus de la taxe, de payer ces taxes en plus parce qu'on paye trop de joueurs, trop d'argent, etc. Et les franchises des gros marchés, comme le sont les Lakers, les Clippers, etc., peuvent se le permettre pendant des années, les Warriors aussi, évidemment.
Mais Minnesota, les petits marchés qui travaillent bien comme Minnesota depuis maintenant 3-4 ans, ne le peuvent tout simplement pas. Et là, on a eu un effectif donc où on a rajouté un Rudy Gobert, qui lui aussi a un énorme contrat à plus de 45K l'année. Et on avait du coup Karl Anthony Towns et Anthony Edwards. Ce transfert a duré donc 18 mois, tout simplement parce que on ne peut pas l'assumer pour une petite franchise comme Minnesota. Donc pour une NBA qui veut être le plus juste possible, qui veut que tous aient la chance pour aller jusqu'au titre, qui est très différent du modèle européen où voilà, dans les grands championnats de foot par exemple, c'est à peu près toujours les mêmes équipes, les 3-4 mêmes équipes qui gagnent le championnat, qui vont en Champions League, etc. Là, on a quand même un truc qui pose énormément de problèmes parce que vraiment cette taxe, les gros marchés s'en fichent, sont prêts à la payer. Voilà, ceux qui sont le plus riches peuvent se permettre de la payer. Une franchise comme Minnesota, et il y en a d'autres évidemment, Charlotte, etc., n'auront jamais la capacité de la payer pendant plus de 2 à 3 ans. Donc ça pose énormément de problèmes. Ça pose aussi des questions sur le bien fondé du trade de Rudy Gobert. On avait tous retourné notre veste en disant que voilà, c'est énorme ce qu'il a apporté défensivement, ce que ça a fait pour endiguer le phénomène Jokic, qu'ils ont réussi à les battre malgré le fait qu'ils avaient envoyé 15 000 pics, qu'ils avaient bradé leur futur pour ça. Mais au final, ce trade de Rudy Gobert a provoqué, et ce n'est pas la faute de Rudy Gobert évidemment, faut pas lui cracher dessus, c'est la faute du management et de la taille de cette franchise en termes de valeur monétaire, j'ai envie de dire. Eh bien, ce trade de Rudy Gobert a provoqué le départ forcé de Karl Anthony Towns. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans du positif ? Dans le sens où, voilà, on a un joueur plus vieux que Karl Anthony Towns, moins talentueux aussi, même si, voilà, c'est un autre style de joueur qui, en saison régulière, peut te permettre d'avoir une des meilleures défenses de la ligue et d'être dans les premiers couteaux en play-off. Mais est-ce que vraiment c'était utile de le transférer quand on voit tout ce que ça a coûté à cette franchise ? On n'a plus de pic jusqu'à 2028-2030, on n'a plus cette deuxième option et on la remplace par un joueur qui pose énormément de questions, déjà sur le fait que est-ce qu'il fait partie du projet à long terme, ce Julius Randle, et qu'est-ce qu'on attend de cet effectif. Donc moi, ça me pose énormément de questions. Et pour revenir du coup à Julius Randle, qu'est-ce qu'on attend de lui ? Je n'en sais rien. Est-ce que Julius Randle est un joueur qu'on payera 1 an, qu'on testera pour lui donner un bon contrat, mais donc un contrat qui ne pourra pas être max, un contrat qui pourra être déjoué par d'autres franchises qui donneront plus. Il y en aura des franchises qui sont prêts à mettre de l'argent sur Julius Randle si la saison se passe très bien pour les Wolves. Et est-ce que tu retourneras dans la taxe en payant Julius Randle ? Je ne pense pas. Donc c'est quoi le plan ? D'avoir Julius Randle jusqu'à le transférer, récupérer des assets que tu as perdus à cause du trade de Rudy Gobert, mettre Naz Reid en 4 ? Franchement, ça serait un effectif qui serait très complet, mais tu t'es fermé cette porte jusqu'au titre. Cette fenêtre jusqu'au titre est fermée. Naz Reid était excellent et pouvait être ce 6e homme qui rentre dans le 5 à tout moment et qui joue de manière très complémentaire avec le reste de l'effectif. Lui qui en plus peut spacer le terrain bien plus qu'un Julius Randle par exemple. Mais il te manque cette deuxième option, ce All-Star justement qui n'y avait pas aux Knicks. Et bien maintenant c'est les Wolves qui sont un petit peu dépassés parce que Rudy Gobert est une sorte de All-Star très particulier et ne l'est même pas chaque année. Et puis il commence à vieillir par rapport à un Anthony Edwards qui a 22-23 ans. Donc non, ça pose énormément de questions. Moi, je suis pas du tout convaincu. Et puis si on revient sur Julius Randle et cette année-là, j'ai parlé de cohérence parce que c'était un poste 4 de métier, mais imaginez juste un fond de cours de Julius Randle, Rudy Gobert, le spacing affreux que ça provoque. Je sais que il a d'autres choses à proposer, ce jeune Julius Randle. Mais en tout cas, pour spacer le terrain, pour tirer à 3 points, ce n'est pas du calibre, et ce ne le sera jamais, de Karl Anthony Towns. Et même au niveau de la passe, je ne sais pas si ce jeu intérieur avec Rudy Gobert sera supérieur, même si franchement j'ai confiance en ses capacités. On sait aussi que c'est un joueur qui adore le 1v1 et ralentir le terrain. Je suis pas sûr que ça soit ce qu'il faut à côté d'Anthony Edwards. Et enfin, comme tu perds en spacing, mais on parle de perdre vraiment en spacing, c'est-à-dire que qui est le vrai shooter dans ce 5 ? Les shooters, pour moi, sont Donte DiVincenzo et Naz Reid et sont tous les deux sur le banc. Donc, ça pose énormément de problèmes. Il y a aussi Rob Dillingham, mais voilà, c'est un rookie sous-dimensionné. Je pense qu'en première année, ce ne sera pas très intéressant pour eux. Franchement,
je vous écoute. Il y a pas de shooter dans cet effectif. On a un Anthony Edwards qui adore aller vers le cercle, même s'il a développé un mi-distance très intéressant. Mais en fait, le mi-distance et cette place-là sur le terrain sera sûrement déjà pris par énormément de joueurs. Julius Randle sera dans ces zones-là. Rudy Gobert sera sous le cercle. Voilà, ces lignes pour attaquer le cercle seront complètement bouchées. Là où Karl Anthony Towns pouvait spacer le terrain comme rarement tu le vois en NBA sur un poste 4-5. Non, moi j'ai vraiment du mal avec ce Julius Randle. Je pense qu'on a un effectif qui aurait été très très dominant dans les années 2000, mais là on a un problème. Et puis bien sûr ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais l'âge de Mike Conley, la régression de certains pourront faire que cet effectif a définitivement fermé sa porte au titre pendant quelques années. Ils font ces économies-là, certes, mais est-ce qu'ils peuvent attirer, même avec la présence d'un des meilleurs joueurs de la ligue, Anthony Edwards, d'autres joueurs de talent pour aller jusqu'au titre? Moi, ça me rappelle vraiment les débuts de Damian Lillard, qui était entouré par des joueurs de talent comme Batum, ou encore comme LaMarcus Aldridge, etc. Des joueurs vraiment comme je l'ai dit, de talent, des joueurs importants, mais on a eu cette fuite des talents qui n'étaient tout simplement plus attirés par Portland ou qui ne pouvaient pas assumer de payer autant ces joueurs. On se souvient de Batum et son contrat directement à Charlotte, ou de LaMarcus Aldridge qui va jouer avec Kawhi du côté des Spurs. Donc non, évidemment. Et ensuite, on a ces années-là avec CJ McCollum et Damian Lillard où il est tout à fait impossible pour cet effectif d'attirer une star, une deuxième option, une troisième option. Là, ça m'a l'air d'être un petit peu sur ce qu'on va aller chercher. À voir si Jaden McDaniel et Naz Reid, qui ont un petit peu le même âge, qui sont la partie jeune de cet effectif, peuvent se développer encore pour devenir des lieutenants et potentiellement après mettre un pactole sur un autre All-Star plus tard. Parce que là, je pense à l'avenir, et je pense que déjà Rudy Gobert sera plus dans les plans, tout simplement. Il a plus de 30 ans aujourd'hui. Anthony Edwards, Jaden McDaniels, etc. sont beaucoup plus jeunes, et Mike Conley a 37 ans. Donc cet effectif devra être reconstruit en vitesse pour pouvoir être compétitif dans le prime d'Anthony Edwards. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui possible, parce que Karl Anthony Towns avait 28-29 ans, il était beaucoup plus dans les plans et pouvait assumer ce rôle de All-Star, de deuxième option bien plus longtemps, et il est parti. Donc voilà, je pense que ça posera énormément de questions sur le fait qu'Anthony Edwards puisse rester à Minnesota pour gagner. Parce qu'à un moment, un joueur comme ça voudra gagner. On verra si son amour de la franchise fait qu'il restera longtemps ou non. Mais les Wolves viennent de prouver qu'ils ne pouvaient tout simplement jamais jouer le titre, du fait de tout simplement que ce sont les Wolves, que ce sont une petite franchise du Minnesota, du nord des États-Unis, et que tout simplement peu de personnes, pour ne dire aucune, sont intéressées à jouer dans cette région ou à jouer pour cette petite franchise encore une fois. C'est vraiment triste. Pour moi, c'est vraiment triste parce que toute autre franchise avec plus de moyens, plus de cohérence aussi, et tout simplement un plus gros marché pourrait être compétitive avec cet effectif sur encore 4-5 ans, avec le fait de remplacer aussi Mike Conley à un moment par un meneur plus jeune de formation, que ce soit donc Rob Dillingham ou tout autre joueur. Mais en fait, ça n'aura jamais lieu. Pour moi, déjà, le classement prévisionnel de la conférence Ouest, avec Julius Randle en 4 et ce manque de spacing, et même cette perte potentiellement défensive, cette perte d'identité, me fait dire que les Wolves pourraient descendre dans mes prévisions. Et j'ai le classement sous les yeux et je vais pas vous le spoiler, mais ils étaient très 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 hauts. Donc pour moi, ça va me poser problème pour cette prochaine vidéo, ce prochain podcast qui arrive très bientôt. Enfin bref, je pense qu'on en a terminé, on a fait un peu le tour de la question. Je trouvais ça très intéressant d'en parler parce que ça posait aussi énormément de questions. Ce miroir entre les Knicks qui peuvent se permettre de payer OG Anunoby, 40 millions, et tout simplement les Wolves qui sont une des meilleures équipes NBA, une des seules aussi à pouvoir arrêter les Nuggets, et qui quant à eux ne peuvent tout simplement pas assumer d'être compétitifs et au-dessus de la taxe plus de 2 ans. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que ce podcast vous a plu. Et puis je vous souhaite à la prochaine. Bonne journée.